Gabriel Giguère, bonjour. Sur quoi se dispute-t-on aujourd'hui, toi et moi, cher ami? Bonjour Francis, je pense que ça va être la question du logement. Oui, bien sûr. Tu as vu mon article dans le Journal de Montréal plus tôt cette semaine. Ouais. C'est drôle, je pensais à toi en l'écrivant. Presque. Mais j'y allais quand même de propositions de mesures pour stimuler l'offre. Puis là-dessus, je pense qu'on s'entend. C'est la chose que la plupart des économistes s'entendent pour faire. C'est quoi la position que tu soutiens de ce côté-là? Non, je pense que c'est exactement ça. Si on veut retourner à l'abordabilité, puis c'est d'ailleurs ce que la SCHL nous dit au Canada, il faut construire davantage. Ouais. Puis quand on regarde les chiffres au Québec, dans le Grand Montréal, c'est pas assez de construction. Je pense que c'est assez clair. Puis l'une des grandes raisons, plutôt il y a deux concepts clés pour comprendre pourquoi l'offre de logement et augmenter les mises en chantier, c'est central pour nous, c'est central pour le retour à l'abordabilité. La première des choses, puis ça a été étudié par un professeur de Notre-Dame University, Evan Mast, c'est de dire, quand on construit, même si c'est du haut de gamme, là, soyons clairs, de nouveaux logements, ça permet d'en libérer pour certains individus, notamment ceux sous le salaire médian et notamment ceux dans le dernier quintile les plus pauvres. Et donc, concrètement, quand on a... Parce que Evan Mast a suivi des milliers et des milliers de personnes, ce qu'on constate, c'est qu'en 3 ans, cette chaîne de déplacement-là qui consiste à dire, le nouveau logement, il va être habité par quelqu'un qui va laisser son ancien logement, qui va lui aussi être habité par quelqu'un. Et là, on comprend qu'il y a plusieurs maillons à la chaîne. Pour 100 nouveaux logements, on en a 45 qui vont devenir disponibles dans la fourchette abordable pour ceux sous le salaire médian. Et de ce 45-là, on en a au moins 17. Puis ces fourchettes-là que je dis, c'est tout ce qui est prudent là, comme fourchette. Et donc, on comprend que même si on construit des logements qui sont pas tout à fait abordables, il y a des logements abordables qui deviennent disponibles. Ça va créer de l'abordabilité. Ceci dit, c'est quand même un domaine, l'immobilier au Québec, au Canada, dans la plupart des pays développés, dans lequel l'État a un rôle prépondérant, là, que ce soit évidemment à travers l'urbanisme puis l'aménagement du territoire, que ce soit les émissions de permis, que ce soit toutes sortes de réglementations, les taxes pour payer les infrastructures, l'aqueduc, l'électricité. Il y a toujours un peu de l'État autour de ça. Je sais que tu portes pas toujours l'intervention de l'État dans ton cœur, mais et ma chronique faisait quand même une place là, à différentes mesures étatiques. Dans ta tête, comment est-ce que ça fonctionnerait dans un monde idéal, là, ce rôle de toutes les administrations? Là, je veux pas nécessairement qu'on en cible une. D'abord, on va mettre de côté le fédéral, même si on pourrait réduire les taxes. Mettons côté de fédéral. Le problème souvent avec l'État, c'est qu'il est responsable d'une problématique qu'il tente de corriger avec une nouvelle réglementation, une nouvelle taxe. Ayant cela en tête, ce que je dis, c'est qu'il y a clairement un manque de mise en chantier. Dans ce contexte-là, l'État, ce qu'il devrait faire, puis tu l'as dit, la question du zonage, je pense qu'il est beaucoup trop restrictif, donc au moins un zonage plus doux en matière de densification. Mais l'un des éléments qui me semble absolument essentiel, parce que quand on demande aux jeunes, là, qu'est-ce que vous voulez acheter, vous autres? C'est des maisons unifamiliales à 80%. Quand on regarde les sondages qui sont faits par la Société d'habitation du Québec, en parallèle avec la Léger, ce qu'on constate, c'est que c'est évident que c'est des maisons unifamiliales. Ça reste fort, mais ce qu'on construit, quand on regarde les chiffres de la SCHL, puis j'ai regardé très récemment, c'est pas ça qu'on construit. On construit des condos, on construit des appartements. Et l'un des éléments qui, je pense, est central, c'est pas le manque de place. Parce que quand on regarde la CMM, c'est 58% du territoire de la CMM qui est zone agricole. Ça en fait pas mal, là. 58% zone agricole. Ce que je viens de dire ici, c'est l'État, à travers son zonage agricole, ne permet pas aux agriculteurs de contribuer à réduire la pression du logement en vendant leurs terres avec un dézonage plutôt que de passer par la CPTAQ qui dit constamment non. Et donc, les agriculteurs ont intériorisé le fait que ça n'arrivera pas et ça permettrait de construire beaucoup plus de maisons. Au final, ça permettrait de répondre réellement aux attentes des jeunes Québécois et Québécoises aujourd'hui. Ceci dit, puis c'est là où des fois, je suis favorable à cette idée qu'on laisse quand même une certaine liberté. Il y a quand même des effets que la somme des actions individuelles ne perçoit pas, puis je pense notamment à la circulation automobile. Tu sais, ce que tu soutiens, mettons, qu'on disait, allez-y les amis, faites-vous des unifamiliales à Perpète, là, tu sais, de Saint-Jérôme à Candiac, là. Qu'est-ce qu'on ferait? On passerait nos journées dans l'auto à attendre que ça avance parce qu'il y aurait un étalement qui serait beaucoup trop grand. Il doit y avoir une forme de coordination, là. Puis, tu sais, est-ce que c'est du transport en commun? Est-ce que c'est d'autres moyens? Tu sais, j'ai l'impression que si on faisait juste laisser libre cours à s'étaler un peu partout sur le territoire, on créerait
à long terme un autre impact négatif sur le plan économique. Et là, tout le monde serait perdant. Là. Je veux dire, prendre 2 heures pour se rendre à la job, c'est pas tout à fait dans... T'as beau avoir l'idéal de la maison unifamiliale, là, prendre 2 heures pour te rendre à la job, ça fait pas partie de ce rêve-là. Il y a plusieurs choses. La première des choses, d'abord, les gens qui achètent une maison plus loin, Sainte-Anne-des-Plaines, par exemple, c'est relativement loin, le savent qu'ils seront pas au centre-ville de Montréal en 15 minutes. Ça, c'est sûr. Donc, c'est intériorisé. Puis, il y a un autre élément. Je garde Sainte-Anne-des-Plaines parce que c'est intéressant dans l'exemple. Quand on pense à Laval, 30% du territoire de Laval est zoné agricole. Ouais. Donc, on développe Sainte-Anne-des-Plaines plutôt que de développer Laval sous prétexte d'expliquer qu'on veut pas d'étalement urbain. On l'aggrave. Tout ce qui est les conséquences inattendues des politiques publiques, je pense que c'est un exemple extrêmement intéressant. Les gens vont acheter parfois à Lanoraie, à Valtry. C'est loin, très, très loin, parce qu'on permet pas de développer plus proche. Et ça, quand on intériorise ça et on comprend que le zonage agricole, ou plutôt, oui, effectivement, le zonage agricole est l'incapacité de la CPTAQ de changer, puis le gouvernement du Québec, à travers ses orientations gouvernementales, sont également responsables de ça, de dire qu'au final, on contribue à cet étalement urbain-là dans une perspective où on dit c'est de la densification ou de la densification. J'ai rien contre la densification, Francis. Puis je pense qu'à Laval, on le voit, là, il commence à avoir de plus en plus de mise en chantier. Il y a même un centre-ville maintenant qui est en train d'émerger à Laval. Et c'est drôle, j'avais le maire de Laval hier, puis c'est une des questions que je lui posais. T'sais, le navettage à Laval, ça reste très orienté sud. Là, le monde, il vient à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est genre ville-dortoir. Ben, c'est moins le cas, mais c'était ville-dortoir. Et je te repose donc la question, si on étale, à un moment donné, je comprends cette volonté de l'individu puis de la liberté individuelle, mais il faut quand même, à un moment donné, trouver des façons de limiter la perte de temps, la perte d'argent qui est liée au transport, au commuting, etc. J'ai l'impression que c'est comme paradoxal. On veut comme oui, aller où on veut, quand on veut, comment on veut, mais en même temps, il va aussi falloir qu'il y ait d'autres interventions pour venir corriger... Mais j'ai envie de te dire, Francis, pourquoi toi ou moi, ou le gouvernement dirait 30 minutes dans la voiture, c'est correct. 1 heure, c'est inacceptable, tu feras pas. C'est pas au gouvernement de dire ça. Les gens le savent déjà quand ils vont acheter des maisons plus tard. C'est aux gens de décider. Puis les gens passent leur vie à se plaindre du trafic. Là. Arrête, là. C'est comme... Je comprends, mais les gens sont libres de s'acheter une autre maison. Je veux dire, il y a des mises en chantier qui sont faites à Montréal. Mais pourquoi une famille de 2 enfants, notamment, vont pas s'acheter un condo, un 3,5 au 20e étage dans le centre-ville de Montréal, parce que c'est cher, parce que il n'y a pas de cours, parce qu'il y a encore cet imaginaire-là. Puis je le respecte, cet imaginaire-là, de dire, ben moi, à un certain moment donné, je veux acheter une maison, je veux ma cour, je veux le petit gazon où mon enfant va courir. Je pense que c'est encore très fort, puis les sondages le démontrent. Et donc, dans ce contexte-là, plutôt que de dire, voici comment ça va fonctionner de la part de l'État, de la part des municipalités, de la part du gouvernement provincial, c'est de dire, ben, laissons le choix, réduisons la réglementation, facilitons la construction de grandes tours, de maisons unifamiliales, mais aussi de maisons, ce qu'on appelle là, les maisons jumelées, parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement des zonages où c'est des maisons unifamiliales détachées seulement. Pourquoi c'est pas possible de construire du jumelé? Ouais, j'entends ce que tu dis, donc plus de flexibilité. Florence, j'arrive à toi, mais dernière question, parce que tu reviens souvent là-dessus, puis je me dis, tu sais, je comprends qu'on en a de l'espace, mais à un moment donné, moi, je suis pas tellement fan de bétoniser tout le territoire agricole. Puis là-dessus, on peut être d'accord d'être en désaccord, mais tu sais, tu reviens toujours à cette idée-là que c'est ce qu'on préfère. Puis c'est comme si cette préférence-là, elle était comme de l'ADN immuable. Tu sais, les Japonais à Tokyo, là, ils rêvent pas d'une unifamiliale avec une maison de 3000 pieds carrés. Genre, c'est parfait. Mais je les respecte. Ouais, mais tu comprends que le Québec a évolué, puis on est plus un peuple urbain. Puis je veux dire, cette préférence-là, elle peut changer dans le temps. T'sais. On nous a martelé pendant quasiment 100 ans que le rêve, c'était la maison unifamiliale, puis les films, ils nous présentent ça. Puis c'est très fortement culturel, mais c'est pas immuable dans le temps. On pourrait se reparler dans 100 ans, toi puis moi, puis les Montréalais, puis les Québécois vont dire oui, ben notre rêve, c'est un 3,5 sur le plateau. Là. Tu crois, j'en doute. Ça peut changer. Absolument. C'est ça mon point. Mais le point, c'est quand on regarde aussi la migration, les gens viennent pas plus à Montréal, les gens vont plus en banlieue. Donc, je pense que ça démontre l'appétit pour la maison unifamiliale, qu'elle soit détachée ou non. Je pense que c'est extrêmement clair. Donc, dans ce contexte-là, s'il y a certains peuples qui préfèrent être en appartement au 20e étage pour avoir une famille, libre à eux, mais je pense que si les Québécois, c'est pas ça, il faut les respecter et pas d'essayer de se substituer à leur libre choix en obligeant justement cette densification obligatoire. Florence. Gabriel Giguère ou 187 Cube Radio, les auditeurs sont pas d'accord avec toi. Étienne de Montréal, je suis pas d'accord. Ontario et Vancouver ont construit beaucoup trop de condos haut de gamme et n'ont pas réussi à les vendre. Gilles, moi, je suis pas d'accord non plus. Encore dézoner des terres agricoles, on dézone pour construire des routes et maintenant on veut en dézoner pour bâtir des appartements. À un moment donné, est-ce qu'il va en rester pour nos terres agricoles,
pour faire pousser nos légumes, ça m'inquiète. Il n'y a pas un petit côté de toi que, tu sais, le terroir, les tomates locales, non? Il n'y a pas du beau là-dedans? J'ai surtout un petit côté de beau quand je me dis que les jeunes vont pouvoir avoir accès à une maison abordable. Puis c'est ça aussi l'élément. Je trouve ça intéressant ce qui est dit parce que d'abord, le Québec est un exportateur net, OK? Moi, surtout, ce que je dis, Laval est un excellent exemple où je pense pas que le cœur agricole québécois se passe pas à Laval, mais la proximité de Laval avec Montréal justifie justement le dézonage pour s'assurer plus de construction de maisons. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les jeunes veulent des maisons à 80%, mais c'est une part infime des mises en chantier. Donc, comment on fait, dans un contexte où on a beaucoup de demandes et peu d'offres, ben justement, d'un retour à l'abordabilité, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est pas de dire on est contre l'agriculture. D'abord, c'est de donner le choix aux fermiers, aux agriculteurs québécois. Si vous voulez vendre votre terre, vous avez le droit. La valeur va augmenter. Donc, c'est quand même aussi transformationnel pour eux. Mais c'est aussi de donner la possibilité aux jeunes d'avoir accès à un logement abordable, pas juste un 3,5, une maison. Florence, Stéphane Ouimet également, à vous écouter, il faudrait que tout le monde vive en ville, soit des utilisateurs du transport en commun, mais les villes sont délabrées, surpeuplées, ternes, grises. Les transports en commun sont inefficaces, non fiables. Vous lirez la chronique de l'ami Martineau ce matin dans le Journal de Montréal. Il serait très d'accord avec ce dernier point. À défaut d'être d'accord, on fait réfléchir les gens, je pense, Gabriel Giguère. Et c'est l'objectif de ta chronique. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui.